Pierre-François Weil, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder cet entretien à l'occasion de la publication de ce livre extrêmement émouvant pour les générations futures. C'est le titre qui a été retenu pour une conférence qu'avait donnée votre mère, Simone Weil, à l'École normale supérieure, rue d'Ulm. Merci à vous de me recevoir. Et donc, pourquoi, presque 20 ans après, la publication de cette conférence ? Pourquoi la question, il faudrait la poser à l'éditeur Albin Michel, qui en réalité a probablement, par l'intermédiaire d'Anne Arbib, qui a écrit la postface et qui était un des élèves de l'école normale de l'ENS il y a 20 ans à l'origine de l'organisation de cette conférence. Et ils se sont aperçus, quelqu'un a retrouvé dans les archives de l'INA le film de la conférence, de telle sorte que ça donnait le texte mot à mot de ce qui avait été exprimé et des questions et des réponses, du jeu de questions-réponses qu'il y avait eu après à l'ENS. Et il a été proposé à Albin Michel par, je crois, Marc Grenspan, de publier ce texte. Albin Michel a trouvé que c'était un texte intéressant, alors qui a pris encore plus d'intérêt évidemment avec les événements récents. C'était une décision qui a plus d'un an, hein, parce que une production littéraire, même quand il s'agit de reproduire un texte, ça prend du temps. Mais voilà la raison, et j'allais dire, je crois que ça tombe bien. Tout à fait. Et comme vous le dites, à l'issue de la conférence de votre mère, de Simone Weil, il y a des questions qui sont posées, des questions d'une très grande pertinence. Vous, qu'est-ce que vous retenez comme message essentiel à destination précisément des jeunes générations ? Écoutez, j'ai presque envie de vous dire que le message essentiel, c'est le titre. C'est pour les générations futures. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit les débats, quand on voit surtout presque plus que le fond, la façon dont parfois l'intelligence humaine est détruite par les outils de communication. Ce qui me paraît très, très important dans ce message, c'est la nécessité toujours de prendre du recul par rapport aux situations et par rapport aux opinions. Ne pas accepter les idées reçues, les idées toutes faites, les idées à la mode qui passent comme le vent. Alors, elles sont comme le vent. Au moment où elles passent, parfois, elles sont fortes. Mais en réalité, il n'en reste pas grand-chose. Vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous avez été président du comité français de Yad Vashem. C'est dire combien la transmission de la mémoire de la Shoah tient à votre cœur pour vous est essentielle. Nous essayons aussi de contribuer, là où nous sommes, à la transmission de la mémoire de la Shoah. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a la guerre des mots, et que des mots comme génocide, comme extermination sont détournés de leur sens premier. À ce sujet, quel message auriez-vous à transmettre? À quelle exigence sommes-nous invités? Là encore, je crois que ce qui est important, c'est de la prudence et de la rigueur intellectuelle. Alors, on a très longtemps vécu dans un monde dans lequel, au fond, ce qu'on appelait, par un mot qui a été dévoyé, mais qui avait tout son sens, qui étaient les élites intellectuelles, que ce soit les scientifiques, les philosophes, les penseurs, les médecins, avaient, je ne veux pas dire une primauté intellectuelle, mais en tout cas, leurs paroles étaient prises, y compris la parole des scientifiques et la parole des spécialistes, étaient prises pour ce qu'elle était et n'étaient pas
comparée à la parole de n'importe qui, comme c'est le cas aujourd'hui sur les réseaux. On l'a vu par exemple, au moment de l'épidémie de Covid, où n'importe qui pouvait dire n'importe quoi et battre en brèche une parole scientifique qui était absolument essentielle. Et on voit bien que si le monde entier a échappé aussi rapidement à cette épouvantable épidémie, c'est tout de même grâce à la science. Et aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est une relativité de la parole, les vérités alternatives, ce qu'on appelle les vérités alternatives, qui sont y compris utilisées par des hommes politiques. L'éventuel, le possible futur président des États-Unis a construit d'une certaine façon son ambition personnelle sur cette capacité à produire des vérités alternatives. C'est terrible. Il n'y a pas de vérité alternative. Pour conclure, est-ce que vous avez un message à la destination des jeunes générations? Écoutez, à la conférence des évêques de France, là, ce qui me vient, c'est le courage et la parole de Monseigneur Saliège, en août 1942, de s'élever seul, quasiment seul, alors que c'est un monsieur âgé, fragile, déjà, je crois, dans un fauteuil, enfin, c'est, voilà, et qui a le courage de parler contre le pouvoir, contre la tyrannie, et contre ce qui semblait pouvoir être, à un moment donné, pour lui, quelque chose qui n'était pas outrancier. Probablement, une grande partie des autorités ecclésiastiques, comme des autorités de l'État, avaient, je dirais pas accueilli avec bonheur le maréchal Pétain, mais comme beaucoup de Français considéraient qu'il était le sauveur de la France. Et puis il est resté lucide, et en août 1942, il fait cette lettre qu'il fait lire dans toutes les paroisses du Sud-Ouest. C'est remis aujourd'hui, ça revient, j'allais dire un petit peu sur le devant de la scène, et c'est bien, parce que c'est porté par une découverte historique récente, qui est la lettre que le général de Gaulle lui aurait fait parvenir dès le mois de mai 1942, ce qui est extrêmement tôt dans le processus d'extermination mis en place par les nazis. Dès le mois de mai 1942, le général de Gaulle s'adresse à lui et, de façon très dissimulée dans son courrier, mais en même temps très claire, le met en garde contre ce qui est en train de se produire, ou ce qui risque de se produire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dès mai 1942, le général de Gaulle ne se trompe pas d'interlocuteur. Il se tourne vers celui dont il suppose, dont il présuppose, et avec raison, qu'il s'élèvera contre la parole publique, pour protéger les plus faibles. Eh bien, je crois que c'est un message, c'est un formidable message d'espoir, d'abord de ce que précisément les élites politiques, les élites ecclésiastiques doivent continuer de rester des guides spirituels, des guides intellectuels, aux côtés des scientifiques, aux côtés de ce qui fait que nous devons continuer de croire au progrès de l'être humain, de la science et de la morale. Merci beaucoup de votre message. Merci infiniment.